Merci de rester fidèle au programme de Seneweb TV, seneweb.com et bienvenue dans cet entretien où on va parler de littérature avec M. Aziz Fall, qui est actuellement conseiller spécial du directeur général de Sénélec et administrateur général de la Fondation Sénélec. Il est passionné de citoyenneté et fier héritier de sa culture. Son long séjour à l'étranger lui a fait apprécier davantage son pays natal. Cela d'ailleurs traduit par la publication de son premier ouvrage, Les promesses d'une devise, l'Harmattan Sénégal en 2018, mais il nous revient avec un nouveau livre intitulé Sahara et les vagues de l'Atlantique, préfacé par M. Moussa Mbaye, qui est un ancien secrétaire exécutif d'Enda Thierman. M. Fall, merci de répondre à l'appel de Seneweb pour parler de ce nouveau bébé que la littérature sénégalaise accueille. Je vous remercie déjà de l'invitation. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir être là. Et plus important encore, de pouvoir partager avec mes compatriotes ce que vous appelez le bébé, mais c'est plus qu'un bébé, c'est toute une vie. Justement, M. Fall, vous publiez Sahara et les vagues de l'Atlantique. Déjà, sur la couverture du livre, une grande dame avec un visage rayonnant. Donc, parlez-nous un peu du livre, du design. Je pense que peu importe d'ailleurs le design qui aurait été choisi pour la couverture, tant que la figure de Sarah est sur la couverture, il ne peut en être autrement. Ce sera toujours rayonnant. Et ça, c'est l'illustration de l'âme qui était cette personne, de son âme, de sa personnalité, à travers sa vie, à travers ses enseignements. Donc pour elle, pour moi, c'est la personne la plus importante. Ah bon, si je comprends bien, c'est elle, Sarah. C'est elle, oui, effectivement, c'est ma grand-mère. Okay. C'est ma grand-mère, c'est un hommage que je rends à celle qui m'a élevé, celle qui m'a fait, celle qui constitue la boussole de mon existence, même si quand j'étais tout jeune, elle et moi, on se chamaillait tout le temps. Mais c'est beaucoup plus tard que j'ai compris toute la valeur, toute la profondeur, toute la bonté, toute la décence de cette personne. Et le seul hommage que je peux lui rendre, c'est témoigner auprès du monde de sa grandeur. Et j'aurais bien aimé qu'elle soit là, mais je présume que là où elle est, au royaume céleste, elle est en train de se dire, tiens, Aziz a beaucoup changé. Ok, paix à son âme. Et pourquoi Sahara et les vagues de l'Atlantique, le choix du titre? Bon, Sarah, c'est évident, c'est ma grand-mère, donc elle s'appelait ainsi. En tout cas, c'est l'appellation affective qu'on lui a attribuée. Maintenant, les vagues de l'Atlantique, il y a aussi un écho, non seulement de notre jeunesse, mais d'un élément qui constitue un référentiel incontournable pour tous les Saint-Luciens. J'en profite pour saluer tous mes amis, mes parents, mes voisins, mes concitoyens de Saint-Louis, et quiconque a grandi à Saint-Louis a une relation assez particulière avec l'océan Atlantique. Et pour moi, à titre personnel, la relation est encore allée plus loin parce que je me souviendrai tout le temps de mon départ de Dakar, rejoindre l'Europe dans le cadre de mes études. Quand l'avion décollait, d'ailleurs je décris ce passage dans cet ouvrage, je regardais au bas, je voyais les vagues de l'Atlantique et ça me rappelait le lien plus que cutané qui existait entre moi et cette terre sénégalaise, symbolisée par ma relation avec l'océan Atlantique. Et à travers ce titre aussi, il y a une certaine analyse, je ne voudrais pas anticiper, qui est tentée sur l'évolution de notre relation avec la mer, avec l'océan. Quand on était jeune, ce qu'elle représentait et maintenant ce qu'elle représente au vu de l'actualité, entre autres. Voilà. Vous rendez hommage en même temps à Bondomunda, à cette ville tricentenaire qu'est Saint-Louis. Pourquoi? Parce que d'abord, je suis Saint-Louisien et c'est une ville qui mérite toute l'attention qu'il faut et une ville qu'il faudra remettre d'aplomb parce qu'elle a tellement à offrir, elle a tellement à enseigner, elle a tellement à donner. Et donc, je trouve que rendre hommage à Saint-Louis, c'est quelque part sublimer même ce qui fait la beauté du Sénégal. Sarah n'est pas seulement la tendre grand-mère d'Abdassis, elle représente surtout cette figure reconnaissable par une majorité de Sénégalais dont la présence rappelle cette étape initiatique de l'existence. Qu'est-ce que vous voulez expliquer par là? Oui, parce que je ne suis pas le seul à avoir eu une relation particulière avec la grand-mère, surtout quand on était enfant. Vous savez, il y a une dimension très très consensuelle et spéciale de ces
ces figures de grand-mère, et que chaque fois qu'on avait l'occasion, pour ceux qui ne vivaient pas avec leur grand-mère, d'aller visiter la grand-mère, c'était un plaisir à nul autre pareil, parce qu'on savait que ce serait toujours une expérience agréable et elles ont participé à façonner notre existence dès le départ, en nous enseignant, en nous prodiguant des conseils, en nous orientant vers toujours le sens de la décence et de la bonté. Donc je pense que chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise, directement ou indirectement, a une relation spéciale avec sa grand-mère, et pour cette raison-là, elles continueront à jouer un rôle important, si vous voulez, dans l'habitus culturel de ce pays. Alors parlez-nous du message ou des messages que M. Fall a envie de délivrer ou de faire passer à travers donc cet ouvrage, soit aux Sénégalais ou aux lecteurs du monde entier. Bon, d'abord, c'est que il faudra vraiment faire attention et continuer à sublimer, à rendre hommage, à protéger, à respecter, je dirais même à vénérer la grand-mère, parce que elles sont les dépositaires des meilleures valeurs que nous pouvons revendiquer en tant que société, et que c'est le dernier sanctuaire dans un monde extrêmement tourbillonnant, où la perte de repères devient maintenant une actualité incontournable, et que si on revient aux enseignements des grands-mères, si on se rapproche davantage des grands-mères, et si on se donne comme projet de vie, comme sacerdoce, de ne jamais décevoir les grands-mères, je suis persuadé que nous serons toujours sur le bon chemin, peu importe d'ailleurs l'orientation qu'on se donne dans la vie, soit professionnelle, culturelle ou à titre personnel. Parler de la mer aussi, des vagues de l'Atlantique, on ne saurait donc oublier ce qui se passe avec l'actualité de l'immigration irrégulière. Alors, M. Fall, quelle appréciation faites-vous de cette actualité-là, et quelles sont soit les recommandations, le message que vous avez envie de délivrer à votre peuple pour faire face à ce fléau? Alors là, je pense que il y a des personnes beaucoup plus qualifiées pour donner justement des conseils ou des orientations dans ce sens. Moi, ce que je peux faire, c'est d'abord faire un constat, et après ce constat, me poser une question, et après cette question, dans la recherche de cette réponse, leur dire, et pourtant, il y a des choses qu'on faisait avec la mer qui nous donnaient des possibilités de jouissance, de pouvoir connaître des délices. Si on essaie de retrouver justement ces formes de relations et d'existence avec la mer, peut-être que ça changerait. Il faut rappeler aussi que quand je parle des vagues de l'Atlantique, c'est pour dire que les vagues sont les vagues. Les vagues de ma jeunesse sont les mêmes vagues d'aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est la relation que nous avons en tant que peuple, en tant que communauté avec ces vagues-là. Parce que la mer ne change pas. Les vagues, c'est un mécanisme perpétuel. Et je considère également que l'océan ou la mer constitue un baromètre très intéressant par rapport à l'état de la communauté qui vit dans son sillage. Et la mer n'a pas changé, peut-être c'est nous qui avons changé, et ce qui a changé en nous se reflète maintenant dans la réaction de la mer, qui peut-être à un moment donné de notre jeunesse était plus offreuse, malheureusement qui se transforme en preneuse, et des questions se posent, et certainement la réponse ne pourra jamais venir d'un individu, mais d'un effort collectif. En tout cas, l'urgence est là. Alors, Moussa Mbaye, qui a préfacé votre ouvrage, qui est ancien secrétaire exécutif d'Enda Tiers-Monde, rappelle dans sa préface que se passe-t-il donc au Sénégal, point d'interrogation. Il semble que la politique, c'est la politique. Elle ne sera jamais affaire d'enfant de cœur. Mais il y a jusqu'ici, notre sociologie a toujours atténué son acidité et sa perversité. Oui, tout le monde le ressent, une digue à sauter. La culture d'acceptation réciproque, la cohésion sociale interethnique entre Kal et Gamou, le sens du partage dans la vertu de la teranga, tout ceci plie sous les coups de boutoir de l'argent et l'avidité du pouvoir et de jouissance indécente. Quel commentaire faites-vous sur ces propos par rapport à l'actualité, surtout à l'endroit de cette jeunesse? Ah oui, c'est des propos assez forts de Moussa Mbaye, mais qui traduisent une lecture, je dirais, très critique, très rationnelle de la société. C'est lui qui se permettra de nier qu'il y a des problèmes dans le cadre du fonctionnement social, ne serait pas honnête. Maintenant, je trouve que ce qu'il faut faire, c'est faire appel à la responsabilité de chacun
Et dans l'appel à cette responsabilité, il y en a qui ont une part beaucoup plus importante. Et ceux-là qui ont cette part beaucoup plus importante, c'est ceux qui, par le destin ou par la fortune, occupent des positions de leadership. Et quand je parle de position de leadership, je ne limite pas cela à la sphère politique ou à la sphère économique. C'est chacun qui, de par son fait, de par son geste ou de par sa parole, peut avoir une influence sur quelque individu que ce soit. Maintenant, si vous mettez ça à l'échelle, que ce soit les professeurs, les hommes politiques, les journalistes, les guides religieux, tout le monde a une part de responsabilité. Et il me semble qu'il est important que les gens se posent un moment de pause, de break, de halt, et se disent, mais pourquoi nous en sommes arrivés à ce niveau-là? Qu'en est-il de mon comportement individuel et du comportement que je laisse passer autour de moi? Si, par exemple, la réflexion se fait à partir de ces prémices, je suis persuadé qu'il y aura une prise de conscience graduelle et qui va gagner une masse critique certainement qui nous permettra de pouvoir éviter encore le pire. Je veux un peu revenir sur l'ouvrage dès l'entame de vos propos. Dans Écho d'antan, vous dites « J'ai passé une enfance merveilleuse ». Comment? Oui, elle est merveilleuse parce qu'elle était à l'ombre de grand-mère. Et d'ailleurs, vous savez, c'est l'adulte qui fait l'appréciation de cette enfance-là. Okay. L'enfant que j'étais vivait cette enfance sans pour autant se poser des questions. Je n'avais pas la capacité intellectuelle de me dédoubler, encore moins de prendre la distance par rapport à ce que je vivais au moment même où je le vivais. Mais avec le recul, je me rends compte que le fait déjà de vivre à l'ombre de cette grand-mère, c'était une bénédiction. Et que je pouvais me permettre n'importe quelle bêtise. Et d'ailleurs, je me le suis permis d'ailleurs. Et à chaque fois, je pouvais compter sur la rédemption de cette grand-mère par une parole, par un geste, par un conseil et parfois par une réprimande. Et c'est l'ensemble de ces expériences-là qui m'ont permis d'avoir une certaine vision, une certaine approche de la vie qui, je suis persuadé, si je continue à m'inspirer de ces enseignements de grand-mère, je serai toujours en parfaite harmonie avec mon environnement immédiat. À la page 91, vers la fin, épilogue, vous dites que mon pays, le Sénégal, demeure une nation qui est toujours dans sa jeunesse. Comment? Oui, parce que la construction du Sénégal est toujours un processus qui est dynamique. Alors le Sénégal, tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, dans sa version actuelle, est relativement une nouveauté. C'est moins de 100 ans. Et dans la vie d'une nation, 100 ans, c'est vraiment une portion congrue. Et nous sommes dans cette jeunesse, et d'ailleurs, ce qui explique parfois certaines situations. Parce que quand on est jeune, on se permet des dérapages, on se permet des expérimentations, on se permet de la fougue, on se permet parfois même d'agir sans pour autant réfléchir profondément sur les conséquences directes ou indirectes de ces gestes. Mais en tout état de cause, ce qui est important par rapport au Sénégal, c'est que son point de départ repose sur des valeurs qui sont extrêmement importantes, notamment incarnées par nos grands-mères. Je suis sûr que la boussole est encore là. Il faut juste s'orienter par rapport à ces enseignements. Que dites-vous à cette jeunesse qui aujourd'hui désemparée face à des situations, la question d'employabilité, souvent ils prennent la route, des routes diverses, certaines passent on parle même du phénomène de Nicaragua, d'autres par l'immigration irrégulière. Alors, avez-vous peut-être un message à cette jeunesse en guise de solution face à leur dessein? Enfin, je pense que il faut juste leur dire déjà que moi je suis d'accord qu'avec la jeunesse, on doit se permettre de manière justifiée n'importe quelle folie. Si on a envie d'aller au Nicaragua, si on a envie d'aller en Patagonie, si on a envie d'aller découvrir les savanes de Serengeti, peu importe. Ce qui est par contre extrêmement urgent, c'est de faire comprendre aux uns et aux autres que l'univers, il est cohérent. Le monde ne peut pas ne pas être cohérent. Et ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un problème au Sénégal, il est clair que la solution existe au Sénégal. Je ne pense pas que l'appelons Dieu ou l'univers ou la nature peut s'amener à créer un problème dans un lieu X et que la solution se trouve dans un lieu Y. Si on est d'accord sur ce postulat-là, ça va remettre en question maintenant la manière avec laquelle justement on voit le monde et on se voit soi-même. Je suis sûr que les jeunes qui partent, ils sont persuadés que la solution à leurs problèmes ou à leurs soucis ne se situe pas au Sénégal.
Et déjà, ce point de vue-là, il va falloir qu'on le batte en brèche. Parce que tant que ce point de vue-là n'est pas battu en brèche, ils se trouveront toujours une raison de partir parce qu'ils se diront que là, leur existence ne se justifie plus. Parce qu'il n'y a plus de support à leurs rêves, il n'y a plus de support à leurs aspirations, il n'y a plus de support pour envisager la résolution de leurs problèmes qui leur sont propres. Et maintenant, il va falloir que le discours se fasse dans ce sens-là. Pour moi, c'est le message le plus important. Et ne pas désespérer d'abord, parce que le Sénégal regorge de ressources énormes. Et la principale ressource dont le Sénégal dispose, c'est la ressource humaine. Mais il va falloir qu'elle se déploie à son maximum, qu'elle aille à la hauteur justement de son standard et de son potentiel. Okay. Vous nous avez rappelé aussi dans l'ouvrage des épreuves. Donc vous avez consacré un chapitre aux épreuves. Parlez-nous un peu de ces épreuves-là. Bon, je ne voudrais pas faire non plus la relation du livre, sinon ce ne serait plus intéressant de le lire. Mais là, l'allusion que vous faites à ce chapitre, c'était une observation d'un passage de notre nation où la nation a été vraiment secouée. Ça, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé ces 2 ou 3 dernières années. Et ça, c'était des épreuves. Comment vous l'avez vécu? Comme tout le monde, avec beaucoup de peine déjà, avec beaucoup de douleur. D'ailleurs, j'ai failli remettre en question beaucoup de certitudes qui ont été profondément ébranlées sur la profonde décence de ce pays. Heureusement d'ailleurs que ça n'a pas eu lieu, c'est-à-dire cette certitude n'a pas été complètement anéantie, mais elle a été mise à rude épreuve. La décence à tous les niveaux, la décence dans le comportement public, la décence dans le discours, la décence dans l'attitude, la décence dans la relation interhumaine. Et tout cela, je me dis que ça fait partie également du processus de maturation. Parce que c'est en face de la difficulté qu'on fait la découverte de soi. Le Sénégal doit et continuera d'ailleurs de faire face à des défis énormes qui l'amèneront, ce peuple, à se poser des questions sur lui-même, sur son socle, sur ce qui le détermine, sur ce qui est important pour lui. Et maintenant, c'est la réponse qu'il faudra donner à ces épreuves-là qui est l'élément le plus important. Et je pense que le test est encore a toujours lieu. On n'est pas encore complètement sorti de l'auberge, mais je pense qu'il y a une prise de conscience graduelle sur le fait que, attention, il y a des choses par rapport auxquelles il faut être attentif, car rien n'est définitivement établi, rien n'est définitivement acquis. On a beau être un peuple relativement bon, relativement décent, relativement bienséant, mais il va falloir se protéger parce que cela peut changer à tout moment. D'ailleurs, même à la page 95, vous terminez en rappelant qu'il me semble évident que l'une des voies de salut de notre cher Sénégal devra sans nul doute se trouver dans les systèmes de valeurs de nos grands-parents et surtout de nos grands-mères. Le Sénégal a tout ce qu'il faut pour se redresser et justifier le rêve de ses filles et de ses fils. Notre merveilleuse histoire nous permet d'y croire. Cette histoire incarnée par toutes les Sahara d'hier et d'aujourd'hui, il y en aura encore d'autres demain parce que nous sommes le Sénégal. Car en fin de compte, les promesses de notre devise restent toujours actuelles et encore plus invitantes pour que jamais l'on oublie notre raison d'être, un peuple, un but, une foi. Voilà, c'est ce que nous sommes en fait. Et ce que nous sommes, fondamentalement... C'est fort ces mots. Mais c'est ça. Enfin, Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tout au Sénégal pour avoir les repères nécessaires, pour avoir la foi nécessaire, pour avoir les forces nécessaires, pour avoir les ressources nécessaires. Et je le dis, je le répéterai tout le temps, la nature ne peut pas créer un problème au Sénégal et que la solution de ce problème ne se trouve pas au Sénégal. Seulement, il faut bien regarder là où cette solution se trouve au sein de notre pays, au sein de notre nation, au sein de notre communauté. Et j'imagine que nos grands-mères sont déjà une bonne boussole par rapport à la recherche de ces solutions-là. Peut-être votre dernier mot à propos de Sarah. Votre bien-aimé. Oui, je veux juste qu'elle continue de se réjouir auprès du Seigneur et que personne ne l'oublie parce que de mon point de vue, c'est une personne merveilleuse. C'est une personne qui m'a marqué et je suis sûr que toute personne qui aurait eu la chance ou la fortune de naviguer dans le sillage de Sarah serait tombée sous son charme. Et son charme, il est naturel, il est authentique, il est modeste, il est en alignement profond
avec les enseignements de Dieu. Peut-être rappelez-nous votre dernier message à l'endroit de ce peuple sénégalais concernant, au-delà de la promotion, mais l'objectif de ce livre et les perspectives. Oui, je veux juste inviter les Sénégalaises et les Sénégalais de tout faire pour ne jamais décevoir ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, son ambition n'était pas énormissime. Elle nous invitait simplement à toujours choisir le chemin de la décence. Merci d'avoir suivi cette émission en compagnie de M. Aziz Fall, qui est auteur de ce nouveau livre intitulé Sahara et les vagues de l'Atlantique. Je rappelle que M. Aziz Fall est actuellement conseiller spécial du directeur général de Sénélec et administrateur général de la Fondation Sénélec. Il est un passionné de citoyenneté et fier héritier de sa culture. Son long séjour à l'étranger lui a fait apprécier davantage son pays natal. Cela s'est d'ailleurs traduit par la publication de ce... Bon, il a déjà un premier ouvrage. Alors, donc là, un nouveau livre, un second ouvrage intitulé Sahara et les vagues de l'Atlantique que nous vous conseillons donc de lire. Si je n'ai rien oublié, avez-vous autre chose à ajouter? Non, c'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Alors merci beaucoup. Le programme est en continu sur Seneweb TV, seneweb.com. Voilà.